À toutes et tous, on va commencer. Je vous rappelle qu'on laisse les micros fermés pour éviter les bruits parasites. On est ce soir avec Jeanne, Alice et Magali pour parler des métiers du genre en solidarité internationale et dans l'humanitaire. Je vais passer tout de suite la parole à Jeanne Brinson. Bonjour, enchantée, Jeanne Brinson. Moi, j'interviens je représente Bioforce, pour lequel je suis intervenante sur les entretiens de suivi et d'orientation pour les stagiaires dans certaines formations. J'en profite pour vous présenter rapidement l'Institut Bioforce. Donc, c'est un centre de formation qui existe depuis maintenant plus de 40 ans et dont l'objectif est bien la formation euh, d'humanitaires ou de futurs humanitaires dans un certain nombre de métiers. Alors, historiquement, c'était la logistique, et puis également tout ce qui est administratif, finance, ressources humaines, eau, assainissement et coordination de projets, principalement. Bioforce va aussi faire des formations directement sur les terrains d'intervention auprès des organisations sur place, et également ça peut être en intra à la demande des organisations pour renforcer les capacités des professionnels de l'humanitaire, de la solidarité internationale. Il y a 2 centres de formation. L'un pour l'Europe, c'est à Lyon, où je me trouve actuellement. Alors, je ne suis pas au centre Bioforce, mais je suis pas loin. Et puis l'autre est à Dakar, donc avec cet objectif de se rapprocher d'un certain nombre de terrains d'intervention. Alors, au programme ce soir, on aura une intervention en 2 temps. Le premier temps, c'est avec moi où je vais balayer le secteur humanitaire et les compétences attendues par les ONG de manière un petit peu générale, en abordant un tout petit peu les métiers du genre, mais très peu, parce qu'on a la chance ensuite d'avoir 2 spécialistes en genre et en protection, violence basée sur le genre, Alice Cornu et Magali Vido, qui, elles, vont pouvoir présenter leur parcours respectif, ce que recouvre le genre, qu'est-ce que ça veut dire, quels sont les types de métiers et d'intervention qui existent, et puis quels sont les enjeux et les évolutions de ces métiers. Donc, dans un premier temps, de manière très générale, le constat qui est fait au niveau du secteur de l'humanitaire, c'est une très forte professionnalisation du secteur. Pourquoi? Il y a une multiplicité des acteurs et des actions, une complexité des terrains d'intervention, et puis un système aussi de financement qui est euh, mis en place avec des bailleurs internationaux qui vont augmenter les exigences de redevabilité de manière générale, de qualité, de transparence dans l'utilisation des fonds. On peut aussi mettre en relation avec la plus forte exposition aux médias. Donc tout ça fait que le métier se structure énormément et se professionnalise. Les conséquences au niveau des métiers, c'est d'une part une hausse des exigences du recrutement. On ne va plus envoyer les gens sur le terrain juste parce qu'ils ont envie d'aider. Là, ça va être d'autres critères de recrutement qu'on pourra voir plus tard. Et puis également des métiers qui vont se diversifier. Et les métiers du genre en sont justement un très bon exemple de métiers qui sont peut-être un petit peu plus récents et surtout qui sont en pleine évolution, donc, dont on parlera plus tard. Si on doit parler des métiers de manière vraiment globale, on peut distinguer 2 types de métiers dans l'humanitaire. On parle en général des métiers qui requièrent une expertise thématique ou technique, qui sont liés directement avec l'intervention spécifique qui va être menée par l'organisation.
Ça peut être eau, hygiène, assainissement, ça peut être l'agriculture, la nutrition, le droit, et également le genre. Pour mettre en œuvre ces interventions, on va faire appel à d'autres types de métiers qu'on va appeler fonctionnels, qu'on peut appeler aussi parfois support, tout ça étant parfois controversé, notamment pour la gestion des moyens humains, des finances, de la logistique, également qu'on appelle souvent aussi métier généraliste, tout ce qui va être la coordination, la gestion de ces projets. Et puis les métiers un peu plus transversaux que sont la communication, la sécurité et le plaidoyer. Pour cela, alors on a essayé de lister aussi les différentes compétences qui sont attendues dans le secteur humanitaire. Sachant que ça peut être dans d'autres secteurs aussi, mais dans l'humanitaire, on va dire que si on doit décomposer, on a les compétences liées au cœur de métier. On va demander à des personnes d'avoir des expertises sur un certain nombre de thématiques. Des compétences qu'on va appeler transversales, qui vont pouvoir être transposables d'un secteur à l'autre, qui peuvent être des compétences rédactionnelles, des compétences en analyse, en recherche, en pédagogie. Des compétences qui vont être également très importantes dans le secteur humanitaire. Ce sont les compétences personnelles et relationnelles, alors qu'on peut aussi appeler savoir-être. C'est vraiment la capacité d'adaptation, la persévérance, la ténacité, l'intelligence relationnelle. Et ça, c'est des compétences, en tout cas en recrutement, sur lesquelles on va effectivement vraiment mettre l'accent. On a également toutes les compétences linguistiques. Alors, les langues, la base dans l'humanitaire, souvent, on va vous dire l'anglais, c'est vraiment très important, dans le sens où même si vous êtes dans un milieu francophone, vous allez peut-être avoir des bailleurs qui seront anglophones. Et donc, la maîtrise de l'anglais, c'est vraiment la base. Après, il y a d'autres langues qui peuvent être aussi de gros atouts, le français notamment, mais aussi selon les contextes d'intervention, l'espagnol, l'arabe, le russe, l'ukrainien. L'appétence pour l'interculturel, ça paraît effectivement une compétence un peu évidente, mais ça veut dire la capacité à comprendre des manières de fonctionner, des modes de vie, des manières de communiquer différentes de soi, et donc de s'être frotté à un certain moment dans votre vie à d'autres cultures. Et puis, la capacité à travailler en équipe, que ce soit avec son équipe, que ce soit, donc quand on travaille dans l'humanitaire, c'est au service de personnes qui vont avoir à un moment donné des besoins, donc d'être aussi en co-construction avec elles, de travailler avec des partenaires également sur le terrain et des partenaires comme des bailleurs ou des partenaires externes. Donc ça, c'est des choses qui vont être très importantes également. Les différentes organisations dans lesquelles vous pouvez travailler, elles sont aussi nombreuses. Vous pouvez travailler dans des associations locales, dans votre pays d'origine, qui peuvent être des associations de solidarité avec un aspect international parce qu'elles sont en lien avec des personnes migrantes, par exemple. Et donc, dans les métiers du genre, ça peut également, bien sûr, être le cas. Dans des organisations internationales qui vont mettre en place des projets à l'échelle internationale. Il y a également le mouvement Croix-Rouge qui existe. Et puis, vous pouvez aussi être amené
à travailler pour les Nations Unies ou travailler pour des bailleurs de fonds. Ça peut être aussi des possibilités. Et puis également aller de l'un à l'autre. Et on parlait aussi d'acteurs privés de la solidarité internationale. Ça peut être aussi le cas des bureaux d'études notamment. Voilà pour la diversité des acteurs. On peut passer aux différentes conditions Pardon, je reviens juste sur la slide précédente. C'était aussi pour vous signaler que par rapport au métier du genre, il y a des organisations qui vont avoir une appétence particulière sur cette thématique. Et là, je laisserai du coup Alice et Magali peut-être en parler un petit peu plus tout à l'heure. Et puis également des pays pour lesquels la question du genre est traitée aussi de manière un petit peu différente. On peut passer du coup aux conditions dans quelles conditions on part dans l'humanitaire ou on travaille dans la solidarité. Ça peut être sous forme de stage pendant vos études, que ce soit études initiales ou reprise d'études. C'est une très bonne manière de découvrir de l'intérieur une organisation avec laquelle, par exemple, partir ensuite à l'international si c'est votre choix. On ne peut pas ne pas parler de bénévolat, même si on parle de professionnalisation, ça peut paraître contradictoire, mais les organisations et les associations font travailler en tout cas, ont à la fois des salariés et des bénévoles, parfois qui cohabitent et qui travaillent ensemble. Et le fait de passer par le bénévolat, s'engager dans des associations, ça peut être un très bon moyen d'ouverture, de connaissance d'un secteur, de connaissance de thématiques, et puis également d'acquérir aussi des compétences de connaissance de soi, qui peuvent être aussi complètement valorisables dans vos parcours dans la solidarité. Le volontariat, c'est un statut. Alors, on vous indique France Volontaire, un site particulier pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne le volontariat. Ce n'est pas un contrat de travail, c'est un contrat, vous avez une indemnité qui est différente selon les organisations. Le volontariat le plus connu, c'est le VSI, mais il y a d'autres types de volontariat. Donc, VSI, c'est volontariat de solidarité internationale qui est assez encadré en termes de conditions. Et après, comme je vous disais, il y a d'autres types de volontariat. Donc, à se renseigner, ça peut être une bonne première porte pour découvrir une organisation également. Et on va dire les contrats les plus classiques pour un monde professionnalisé, c'est bien sûr le salariat, que ce soit sous forme de CDD ou de CDI, au niveau national ou au niveau international, si vous allez travailler dans un pays qui n'est pas le pays dans lequel vous habitez. Et enfin, la consultance, c'est aussi ce n'est pas un contrat de travail, mais c'est une manière de travailler dans l'humanitaire pour des personnes qui vont avoir acquis une expertise, une expérience assez importante et qui va pouvoir être utilisée dans différentes ONG avec lesquelles, ou organisations avec lesquelles la personne va conclure un contrat de consultance ou de prestation de service. Voilà pour les conditions. Pour entrer dans l'humanitaire ou la solidarité, pareil, il n'y a pas de parcours type, il y a plein de manières de le faire selon où vous en êtes. Il n'y a pas de limite d'âge. Par exemple, à Bioforce, les gens qui viennent se former ont entre 20 ans et 60 ans. Et il y a plutôt une tendance à avoir des personnes plus âgées qui rejoignent l'humanitaire. Les conseils qu'on peut vous donner, c'est pourquoi pas, si vous considérez avoir l'expérience transposable requise, l'expertise, les langues, la connaissance du milieu,
tenter de postuler directement à des offres qui peuvent vous correspondre. Mon conseil d'ancienne recruteuse, c'est vraiment de bien adapter votre CV, votre lettre de motivation au poste sur lequel vous postulez. Ça peut être également passé par une formation. Il y a justement une offre qui s'est énormément développée, formation courte, formation universitaire, initiale, continue, en ligne, pour justement acquérir ce qui va vous manquer dans le secteur. Et puis, ça peut être également un engagement sous forme de bénévolat ou de volontariat, ou travailler dans l'associatif, encore une fois, pour gagner ces connaissances-là et ces compétences-là. Il y avait un petit résumé de ce que je vous ai dit et j'essaie de faire vite justement pour passer la parole à la thématique qui vous intéresse. C'est de vous dire que qui peut s'engager dans la solidarité, l'humanitaire? J'ai envie de dire, le but, c'est de se dire quelle expertise, qu'est-ce que je peux apporter, quelle plus-value je peux apporter, et d'avoir également une connaissance de ce milieu qui peut s'acquérir de diverses manières. On a parlé du bénévolat notamment, l'expérience associative, l'expérience collective peut être aussi intéressante, des voyages également sur le côté interculturel. Les compétences dont on a parlé également, avec un accent sur les compétences interpersonnelles. Et puis, on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, ce qui est quand même un comble, c'est la motivation, bien sûr. Ce que je vous disais au début, c'est que peut-être il y a des années, on avait tendance à dire, tu as envie de le faire, tu peux y aller. Là, la motivation, ça fait partie aussi de ce qui est demandé, mais il n'y a pas que ça. Et donc, le message, c'est bien d'être préparé. J'imagine que c'est un petit peu ce que vous faites en venant assister à ce Zoom, c'est trouver les bonnes infos, s'assurer que tout est là et puis surtout anticiper aussi la suite, pour vous, comment vous vous projetez sur du plus long terme. Je pense que c'est important aussi. Je vais laisser la parole à mes deux collègues. Juste pour vous dire, effectivement, les métiers du genre, ça recouvre un ensemble de métiers, des thématiques qui sont très larges. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir différentes formations qui peuvent avoir des liens et que ça se traduit par des interventions qui peuvent être aussi à différents niveaux et très diverses. Donc, c'est l'occasion de laisser la parole, je crois, d'abord à Alice, qui va pouvoir présenter son parcours. Et donc, je vous laisse la parole sur le genre. Merci Alice, beaucoup, Jeanne. avant que tu prennes la parole, Alice, juste un petit rappel pour tout le monde. Si vous cliquez sur conversation, vous pouvez envoyer vos questions par écrit dans ce canal-là et on y répondra à la fin. Voilà, pour ceux qui sont arrivés en cours de route et qui n'auraient pas eu l'information initiale. Et puis sur cette première partie généraliste que nous a présentée Jeanne, merci Jeanne, vous pouvez retrouver en ligne les replays des Zoom métiers généralistes de la Cité de la Solidarité internationale pour étoffer toute cette première partie. Je passe la parole à Alice Cornu. Merci beaucoup, Laetitia. Est-ce que vous m'entendez bien? Voilà. Ouais, ok. Donc, moi, je suis actuellement consultante et formatrice parmi les métiers qui ont été présentés. Je suis dans cette catégorie de consultante. J'ai travaillé pendant près de 15 ans dans le secteur de l'humanitaire, majoritairement sur les questions de violence basée sur le genre et de protection en zone de conflit. Donc pour ma formation, et vous verrez beaucoup d'acteurs de l'humanitaire, des formations très très variées, qui sont pas nécessairement ciblées sur l'humanitaire. Donc moi j'ai fait une école de management, puis un master d'études de développement, qui sont des sciences politiques appliquées aux pays en développement, en Suède pendant 2 ans. Et puis j'ai travaillé
commencé à travailler en Asie, en Inde et au Népal sur les questions d'éducation. Et avant de m'installer pendant près d'une dizaine d'années sur le continent africain, et de me spécialiser sur les questions de genre, de droits des femmes, de protection, puis de violence basée sur le genre. Donc j'ai travaillé au sein d'organisations comme Médecins du Monde, comme Danish Refugee Council ou de l'UNIFEM, qui est une agence de l'ONU spécialisée sur les questions de genre. Et puis, j'ai aussi fait un bref passage à l'ambassade de France en tant qu'attachée humanitaire au Soudan. Voilà. Depuis plusieurs années, je travaille en tant que consultante, donc j'appuie des organisations diverses sur les questions de violence basée sur le genre et de genre, notamment en leur apportant un appui technique sur la définition des projets, la mise en œuvre, le suivi, l'évaluation et le renforcement de capacité. Un autre volet de mon parcours, c'est que j'ai beaucoup travaillé avec des organisations de la société civile, donc en partenariat dans les postes que j'ai eus pour accompagner à l'intégration de ces thématiques-là dans leurs projets et leurs programmes, mais aussi pour accompagner le renforcement de capacité sur la structuration organisationnelle des petites ONG ou petites associations locales dans les pays où j'ai travaillé. Voilà. Magali, je te laisse. Voilà, donc Magali, est-ce que tout le monde m'entend bien? Super. Donc, moi, c'est Magali Vido. Je suis actuellement spécialiste globale protection VBG pour handicap international. Donc, j'ai un parcours, on va dire, assez similaire avec Alice. Donc, moi, j'ai un master en économie du développement et j'ai fait une licence en administration économique et sociale. Donc, c'est un mélange en sciences politiques, sociaux, droit. J'ai étudié à Bergen en Norvège et à l'Université de Montréal. Et j'ai passé la première partie de ma vie professionnelle au Canada. Donc, j'ai travaillé près de 8 ans au Canada. J'ai commencé plutôt dans le milieu communautaire. J'ai commencé à être bénévole et puis finalement intervenante psychosociale. J'ai travaillé sur une ligne d'écoute pour survivants d'agressions sexuelles. Et donc, c'est là aussi où j'ai commencé à me spécialiser sur cette thématique-là. Et j'avais aussi travaillé pour un bureau d'études sur des projets en éducation qui couvraient principalement l'Amérique latine, Amérique centrale et Afrique francophone, où là, j'avais plutôt travaillé sur de l'autonomisation économique des jeunes. Et puis, j'ai fait mon premier mandat vraiment sur un poste humanitaire, sur un poste de coopération volontaire avec Oxfam Québec, donc avec le programme de coopération canadien, puisque j'étais résidente canadienne à l'époque. Et je suis partie avec Oxfam comme experte genre et VBG sur un projet d'accompagnement de survivants de violences sexuelles au Congo. Et de là, j'ai travaillé près de 5 ans pour des organisations canadiennes, donc Oxfam principalement, mais aussi le CECI, au Congo et au Burkina Faso. Donc sur des projets sur les questions de mariage précoce, mutilation génitale féminine et autonomisation économique des femmes et des filles. Sinon, à part ça, je suis aussi passionnée de danse et j'ai toujours utilisé la danse dans ce travail-là. Et j'utilise la danse aussi comme outil, que ce soit dans la formation, mais aussi dans l'approche. Et je suis en train de travailler sur un projet avec Ashi sur la prévention des violences à travers la danse en Ouganda. Voilà, et donc ça fait 5 ans maintenant que je suis basée au siège de Handicap International à Lyon. Et là, je couvre une grosse partie de la zone Afrique et le Moyen-Orient. Donc, je fais de l'appui technique au projet sur toute la protection. Donc, je couvre aussi protection de l'enfance, protection transversale. J'appuie aussi sur les questions de genre. Et évidemment, je me suis spécialisée. Donc, j'ai appris en travaillant pour handicap aussi sur plus d'inclusion des personnes handicapées dans les programmes de violence basée sur le genre et de protection de l'enfance. Donc maintenant, j'essaye de plus en plus d'avoir aussi une lunette intersectionnelle, mais on va en parler un petit peu plus tard. Voilà. Alors là, Alice, c'est toi, il faut que tu enlèves ton micro.
exactement. Ça va m'arriver à chaque fois, je vais le laisser allumer, je crois. Je disais qu'en regardant vos attentes un petit peu pour cette rencontre, beaucoup de gens posaient des questions sur ce que c'était que le genre. Donc, on a pensé que c'était intéressant de prendre une minute juste pour resituer un petit peu ce concept dont on entend beaucoup parler, mais qui des fois manque de définition. Donc, quand on parle de genre, on parle vraiment d'un construit social qui va influencer les rôles, les comportements, les attentes des individus dans une société. Donc, ces rôles, comportements et identités, ils sont socialement construits en fonction du sexe. Si on est un homme ou une femme, une personne non binaire ou une identité sexuelle. Ce qui est reconnu, c'est que historiquement, dans la majorité des sociétés, les sociétés valorisent souvent le masculin au détriment du féminin, ce qui va renforcer des stéréotypes et créer des fortes inégalités qui vont entraver les droits humains. C'est là où nous, dans l'humanitaire, ça nous intéresse particulièrement et c'est un sujet absolument essentiel à intégrer dans nos pratiques, c'est que le genre va influencer directement le respect des droits et les inégalités des sociétés. L'étude de genre, ça nous invite à aller comprendre les conséquences de ces dynamiques liées au genre, mais aussi d'essayer de comprendre les causes structurelles de ces discriminations qui sont souvent systémiques, donc qui sont des systèmes construits sur des inégalités. Et c'est ce que propose l'approche féministe. On pourra en reparler après. L'approche féministe, c'est vraiment ne pas uniquement mettre un pansement sur les inégalités qui sont liées au genre, mais réfléchir à pourquoi ces discriminations existent et comment est-ce qu'on peut travailler et transformer les relations de pouvoir et les normes de genre pour lutter contre les inégalités et les réduire. Donc, pour des humanitaires qui cherchent à construire une société qui est plus juste et plus équitable, où toutes les personnes, femmes, hommes, LGBTQA, non-binaires, et quelle que soit l'identité qu'on peut avoir, puissent participer activement aux décisions qui les concernent dans la société et bénéficier d'accès aux ressources, aux opportunités et aux chances de manière équitable. Donc, on a des engagements internationaux qui nous invitent à intégrer ces aspects-là dans notre travail. C'est vraiment des choses qui sont des référentiels pour nous dans notre travail au quotidien. On a des engagements internationaux comme la déclaration et le programme d'action de Beijing, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. On a les objectifs du développement, dont un objectif du développement durable qui est le numéro 5, qui est entièrement dédié à l'égalité des sexes. Donc, tous ces engagements internationaux soulignent vraiment l'importance de promouvoir l'égalité de genre comme outil de développement, comme outil de paix et de justice sociale. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les concepts dont je viens de vous parler, à les déposer, on pourra revenir dessus. C'est une présentation très brève, très courte, juste pour replacer quelques concepts avant d'aller plus loin. Magali, tu veux compléter sur qu'est-ce que le genre? Non, c'est bon, je pense avance. qu'on va continuer. Peut-être Alice sur les différentes thématiques que ça couvre un petit peu. Voilà, donc en fait, les métiers du genre, ils peuvent se trouver partout. Après, c'est sûr qu'on a certaines thématiques dans lesquelles on est très investi parce que c'est là où les inégalités liées au genre sont les plus importantes. Donc, on a évidemment toutes les thématiques liées aux violences basées sur le genre, toutes les thématiques liées au accès aux services pour s'assurer que les femmes et les filles aient accès aux services, que ce soit de santé, d'éducation, de ressources économiques. On a tout un volet sur la participation des femmes, pour promouvoir la participation des femmes dans les prises de décision, mais aussi dans les processus de construction de la paix, par exemple, dans les initiatives de médiation ou de gestion des conflits. On a tout ce qui est économie et moyens de subsistance, donc s'assurer que
tous les individus ont des accès équitables à des moyens de subsistance durables. Donc pour les femmes et les groupes marginalisés et qui sont souvent les plus vulnérables économiquement et qui ont plus de barrières d'accès à ces ressources économiques. On a tout le volet éducation et sensibilisation, donc éducation sur les questions de genre, mais aussi accès à l'éducation, qui rentre aussi dans la catégorie d'accès aux services. Et puis un gros volet sur la santé mentale, le soutien psychosocial, qui permet d'assurer la prise en compte des besoins spécifiques des individus dans les programmes de santé mentale. On a, bon, je vais laisser la parole à Magali pour une autre manière de présenter les différents métiers, ça étant vraiment les grandes thématiques sur lesquelles on travaille souvent quand on travaille sur les questions de genre. Oui, donc comme vous voyez déjà, c'est déjà un secteur qui est très, très, très vaste. En général, on rentre sur peut-être une spécificité. Donc, par exemple, moi, je suis rentrée plutôt sur l'intervention psychosociale auprès de survivants de violences, par exemple, mais il y a différentes portes d'entrée. Donc, en général, on rentre avec une expertise technique, mais aussi et surtout avec un fort engagement, un militantisme et une passion. Donc, par exemple, Alice et moi-même, on se revendique comme féministes engagées. Donc, c'est vraiment un métier de passion qui va vraiment allier une expertise technique, qui va aussi, après, cette expertise va venir avec les expériences, avec dans les différents contextes dans lesquels on va travailler. On va devoir travailler sur peut-être des nouvelles thématiques, des nouvelles approches. Mais voilà, mais la base, c'est vraiment aussi cet engagement et pour les questions de défense des droits humains et en particulier sur la question d'égalité de genre. Et donc ensuite, après, on peut travailler donc aussi à différents niveaux. Donc on peut travailler au niveau des changements organisationnels, donc travailler au niveau d'une organisation, par exemple, travailler au niveau des politiques institutionnelles de l'organisation, donc des organisations, par exemple, qui peuvent avoir des stratégies genre, des politiques de prévention de tout ce qui est abus et exploitation sexuelle, de travailler sur tout ce qui est changement organisationnel interne, comment faire un espace de travail qui soit plus inclusif, par exemple, des femmes. Euh, mais aussi, on peut travailler plutôt sur le côté programmatique, donc sur les projets, où là, on peut être sur l'intégration du genre, donc intégrer le genre dans n'importe quel secteur d'intervention, comme Jeanne nous avait présenté un petit peu plus tôt. Donc, par exemple, dans le secteur de l'eau, hygiène, assainissement, comment intégrer de manière transversale le genre. Donc, par exemple, se demander quels sont, par exemple, les besoins spécifiques que les femmes et les filles peuvent avoir en termes d'hygiène et d'assainissement, quels sont les risques, par exemple, liés à la gestion des latrines, par exemple, quel est le niveau de participation des femmes dans les comités de gestion des latrines, donc des choses comme ça. Mais ensuite, on a aussi les projets spécifiques sur le genre ou spécifiques, par exemple, sur les VBG, où là, on va plutôt chercher, on a des objectifs vraiment liés à la prévention des violences, à la réponse aux violences, ou vraiment à réduire les inégalités de genre, par exemple. Voilà. Alice, je te laisse compléter sur les différentes approches, peut-être. Oui, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que surtout, et vous voyez que les thématiques sont très vastes, les métiers sont très différents, ça nécessite réellement, donc, encore une fois, d'être convaincu, d'avoir un engagement, et aussi d'avoir une forte capacité d'analyse et d'adaptation. Parce que on va être peut-être le point focal genre, mais on va devoir s'adapter à tout un tas de publics, tout un tas de contextes différents et on a des normes et des référentiels, des lois, des standards, mais il faut pouvoir les mettre en pratique dans différents secteurs, dans différents milieux, avec différentes thématiques différentes, avec différentes thématiques, pour pouvoir vraiment être convaincant et avoir l'écoute des différentes personnes avec qui on intervient. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très spécifique à ce métier,
d'avoir cette flexibilité, cette adaptabilité et cette capacité à s'adapter à tout type de public et tout type de secteur. Moi, j'ai travaillé dans le secteur de l'éducation, j'ai travaillé dans le secteur de la gestion des forêts, j'ai travaillé dans le secteur de l'accès à l'emploi, de la lutte contre les VBG. Mais en fait, toutes ces expériences ont développé des expertises sur les questions de genre et ont été enrichies au fur et à mesure. Pardon, je suis interrompue par un petit bonhomme qui me dit au revoir. Alors, sur les enjeux et défis, il y en a plein. Donc, on va essayer d'être exhaustif. Déjà, l'un des premiers enjeux, c'est que déjà, moi, par exemple, en tant que femme blanche, il y a une posture qui peut être aussi des fois difficile à trouver lorsqu'on va aborder ces sujets dans d'autres contextes. Donc moi, principalement, je travaille sur le continent africain et au Moyen-Orient. Donc c'est vraiment c'est vraiment comprendre le contexte, aussi comprendre ses propres biais. Mais aussi, ce qui est vraiment primordial, c'est de pouvoir faire alliance avec des acteurs locaux, donc des acteurs engagés, donc des femmes militantes, mais aussi des hommes militants sur ces questions-là, pour pouvoir travailler sur les questions de genre, puisque le travail sur le genre requiert une compréhension des normes sociales, de la culture, des religions, etc. Et donc, on ne peut pas travailler là-dessus sans avoir cette compréhension fine et aussi avoir aussi une attention à notre propre posture et à qui on est aussi, notre identité, comment les gens nous perçoivent aussi et comment nous aussi on peut se laisser percevoir. Sur des autres défis, il y a aussi, clairement, on le voit, une montée des mouvements antiféministes en Occident, ce qui quand même réduit les financements potentiels et le scope des interventions. Et aussi des mouvements, par exemple, religieux qui peuvent bloquer certains types d'interventions. Ali, je vais te laisser rebondir sur la question de peut-on être homme et travailler sur le genre, peut-être, puisque on disait qu'on est deux femmes blanches, mais aussi... Voilà. Non, effectivement, on pensait que c'était important de parler de ça. On peut être homme et travailler sur le genre. Je pense que c'est un des défis aussi qu'on a actuellement, c'est que les points focaux genre sont des femmes, que quand on se retrouve à une réunion un cluster VBG, on est à 90% des femmes. Et plus il y aura d'hommes engagés dans ce travail-là, plus on aura d'alliés et de manières de parler à différents publics cibles. Donc, je pense que c'est très important de ne pas s'exclure de ces métiers-là si on est un homme. Mais encore une fois, de réfléchir à sa place, à sa position de pouvoir, sa position de privilège en tant qu'homme, et en tant que aussi notre position en tant que personne racisée ou de personne blanche. Je pense que ça nécessite d'être très conscient de qui on est, d'où on vient et de comment est-ce qu'on peut s'adresser aux autres sur ces thématiques-là, parce que c'est des thématiques qui touchent à l'intime, au privé, au culturel, au traditionnel, et que donc il y a beaucoup de thématiques assez sujettes à beaucoup de débats et beaucoup de questionnements. Et je pense que c'est très important de réfléchir à sa posture, qu'on soit un homme, une femme, qu'on soit une personne blanche ou une personne racisée. Et c'est quelque chose qu'on doit toujours avoir à l'œil quand on travaille sur ces questions-là. Je pense que c'est aussi, pour rebondir à ce que disait Magali sur travailler avec les organisations locales, je pense que c'est aussi une manière de vérifier nos propres biais, de travailler avec des associations communautaires, avec des gens qui viennent du contexte dans lequel on travaille, parce qu'ils ont une fine compréhension des enjeux, parce qu'ils sont une représentation des voix marginalisées, qu'ils ont une capacité efficace de plaidoyer auprès de leurs institutions qu'ils connaissent bien, qui sont présents, donc qui sont des acteurs de première ligne, qui peuvent être jouer vraiment être des modèles pour leur propre communauté, chose que moi, en tant que femme blanche française, je ne pourrais pas être. Et ils ont une capacité de mobilisation communautaire qui est bien plus large que la nôtre. Donc, je pense que c'est
c'est un enjeu de trouver son positionnement, de trouver sa posture et de savoir collaborer avec des alliés, avec des organisations, des individus, on appelle souvent ça des champions, qui peuvent servir de modèle et servir de voix pour porter des idéaux de justice sociale, parce que finalement, c'est travailler sur le genre, c'est se battre pour plus d'égalité et plus de justice. Et donc, je pense que c'est aussi pour travailler dans le genre, un des enjeux, c'est si on veut être convaincant, il faut être convaincu par ces principes-là. Il faut être convaincu qu'il existe une grande diversité chez les êtres humains, que toutes les expériences sont valides et sont différentes, que les structures de pouvoir existent et que les inégalités sociales, elles sont influencées par différents facteurs dont le genre fait partie, dont la classe fait partie, dont l'origine géographique, dont l'éducation font partie. Je pense aussi que, voilà, Magali va y revenir, mais sur la question de l'intersectionnalité, qui est un concept et une idée qui émerge de plus en plus je dirais, dans le débat mainstream, parce que ça existe depuis longtemps dans les discours féministes, mais c'est une approche qui va nous permettre de réfléchir à des solutions plus complètes, prendre justement ces différents aspects d'un individu pour en comprendre la complexité et trouver des réponses adaptées. Et donc, comme disait Magali, aussi avoir une réflexion critique sur nos propres biais. Donc, ça demande d'être exigeant, et je pense que c'est un défi envers notre posture, nos alliés, nos réflexions. Et je pense que c'est un métier qui est exigeant sur tous ces aspects-là. Oui, merci. Donc là, on a fait un peu le tour plutôt des défis personnels quand on n'a pas tout à fait fini sur les enjeux et défis. Il y a encore que de manière générale, dans le monde humanitaire, il y a encore peu de reconnaissance quand même du besoin d'intégrer systématiquement le genre. Même s'il y a eu le mouvement MeToo, les scandales, tout le monde commence à en parler. Mais on sent encore que c'est quand même pas du tout quelque chose d'acquis, même si ça fait plusieurs décennies maintenant qu'on parle de genre et développement, intégration transversale du genre, etc. Il y a encore beaucoup de narratifs, un peu de mots-clés, de pensées magiques. Mais dans les faits, quand on analyse vraiment, par exemple, les financements, les vraies stratégies des organisations pour vraiment intégrer le genre, c'est là où finalement on trouve que ça pêche un petit peu. Donc voilà, on s'imagine un peu qu'avec des checklists, un point focal femme, c'est bon, le genre va être intégré dans tous les projets, alors que ça demande un accompagnement, une vraie compréhension du contexte. Ça demande aussi du temps parce que ça demande de travailler sur quand même du changement. Je dirais aussi particulièrement le monde des ONG francophones. Pour moi, personnellement, ça a été un choc. J'ai travaillé principalement avec des ONG anglo-saxonnes canadiennes quand je suis arrivée dans le milieu des ONG francophones, parce que ACHI est une ONG francophone. On travaille aussi beaucoup avec des ONG francophones en consortium. Et là, j'ai vraiment vu qu'il y avait vraiment une différence, je dirais peut-être 10 ans d'écart entre ce qu'on fait dans le monde plutôt anglo-saxon et le monde francophone. Voilà, on repartait vraiment de la base sur qu'est-ce que le genre, pourquoi c'est important d'intégrer le genre. Oui, on peut être transformateur en humanitaire, donc tout ça. Ça reste un secteur qui est, on va dire, chroniquement quand même sous-financé. Et on travaille dans des contextes où, en général, le cadre légal est pas toujours favorable, même rarement favorable. Dans un système où il y a des services de prise en charge qui sont très, très limités. Et très souvent, par exemple, sur la question des VBG, il y a certaines thématiques clés sur lesquelles il y a énormément de focus, donc par exemple les violences sexuelles en conflit, par exemple, en situation de conflit, où il y a un gros focus là-dessus. Alors qu'on sait, par exemple, si on regarde la prévalence des violences conjugales, qui est en fait la violence la plus prévalente dans la majorité des contextes, finalement, il y a très peu de services ou de vrais programmes de prévention qui s'adressent à ça. Et pourquoi? Parce que ça demande de travailler sur vraiment les causes structurelles et que ça demande peut-être un petit peu plus d'investissement et ça demande peut-être de chambouler un petit peu plus certaines choses. Voilà. Je sais pas, Alice, tu voulais rajouter aussi des choses là-dessus?
tu as balayé pas mal d'enjeux. Je pense que ça revient à ce que je disais sur, en fait, pour avancer sur tous ces enjeux, aujourd'hui, quand on travaille sur le genre, on est constamment en campagne de plaidoyer pour que les gens acceptent d'intégrer quelque chose de nouveau dans leur travail. C'est souvent considéré comme quelque chose en plus. Il y a eu dans le secteur humanitaire beaucoup d'évolutions sur les exigences de qualité, donc avoir des nouveaux indicateurs, avoir des nouveaux mécanismes de suivi, avoir une meilleure intégration des communautés. Et maintenant, on rajoute le genre. Souvent, les équipes disent « Ah, encore quelque chose à intégrer. Tu vas le faire, toi, tu es le point focal genre. » Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est difficile dans ce travail, c'est de réussir à emmener tout le monde dans justement ce que disait Magali, réfléchir aux causes structurelles, pas seulement mettre des jolis pansements, pas seulement avoir cette pensée magique de c'est bon, c'est géré par le point focal genre. Donc on est un peu constamment, en tout cas moi c'est comme ça que je le vis, on est un peu constamment en, en, en campagne de plaidoyer, même de nos propres équipes, de pourquoi est-ce que c'est important de porter ça, pourquoi c'est important de changer nos pratiques, pourquoi c'est important de questionner la manière dont on fait les choses depuis toujours. On n'a pas toujours l'oreille des gens avec qui on travaille et ça peut être assez éreintant. Euh, et, et voilà, on, on cherche à accompagner les gens à réfléchir différemment. Et je pense qu'un gros volet de notre travail, c'est la formation, la sensibilisation, l'accompagnement au changement au niveau des structures, au niveau des individus, pour avoir un réel impact sur la manière dont on pense, dans la manière dont on met en œuvre et dont on évalue les projets. Typiquement, moi aujourd'hui, j'accompagne une organisation, il y a un écho, pardon. J'accompagne une organisation sur le développement de sa stratégie genre et on réfléchit ensemble à qu'est-ce qu'on doit changer, qu'est-ce qu'on doit modifier dans nos pratiques, dans nos outils pour que toutes nos équipes pensent au genre quand on conçoit, quand on met en œuvre et quand on évalue un projet. Et ça lève beaucoup de résistance parce que ce sont des exigences de changement et que l'accompagnement au changement, c'est un vrai travail, c'est long, c'est fastidieux et souvent, ça embête les gens. Après, notre rôle, c'est de faire comprendre pourquoi est-ce que c'est essentiel, de faire comprendre pourquoi est-ce que c'est nécessaire et en quoi ça va réellement contribuer à améliorer la qualité et l'impact de notre travail auprès des communautés. Voilà, je pense que c'est pas mal d'enjeux et de défis. Peut-être on en aurait plein d'autres. Et donc maintenant, les évolutions de ces métiers-là, bon, ce qu'on observe, c'est que, bon, de manière générale, dans le monde humanitaire, il y a plus en plus ce qu'on appelle la localisation aussi, donc de l'expertise, donc sur cette thématique aussi. Donc, ce qui est vraiment bienvenu, comme on a dit, c'est vraiment aussi important d'avoir des experts issus des contextes dans lesquels on travaille. Par contre, effectivement, il faut que cette stratégie-là, ce soit accompagnée d'une montée en compétences, d'un accompagnement et aussi une capacité de regarder aussi ses propres biais par rapport à cette thématique-là. Donc, on voit de plus en plus d'experts. Enfin, nous, par exemple, chez Handicap International, on a les spécialistes sièges, mais on a des spécialistes au niveau des régions. On a de plus en plus d'experts nationaux qu'on recrute. Donc voilà, donc ça c'est quand même une évolution positive, mais qui doit s'accompagner effectivement. Voilà, le genre, les VBG, enfin, particulièrement dans le milieu humanitaire, est extrêmement normé. Donc il y a des minimums standards, il y a des guidances internationales, il y a le droit international qui prévaut. Et donc effectivement, c'est par contre important de respecter ce cadre-là et de le mettre en œuvre sur les terrains dans lesquels on travaille. Alice, je te laisse poursuivre sur la suite. Oui, donc je pense que il y a, comme je disais, toujours un plaidoyer. Le plaidoyer doit se faire sur l'amélioration des financements, de la budgétisation,
les postes, le développement de formation pour assurer l'intégration du genre. Et aussi, on a une évolution qui concerne l'utilisation des nouvelles technologies, évidemment, les nouvelles approches de plaidoyer, les différentes méthodologies d'apprentissage et de transmission, les théories du changement, qui sont des secteurs où beaucoup de gens réfléchissent, où il y a beaucoup d'études sociologiques, où tous les nouveaux cas, les nouveaux scandales, les nouvelles histoires de viol dont on entend parler, les nouveaux types de conflits nous font réfléchir en fait à comment mieux intervenir. Et donc, il faut vraiment toujours rester à la page de ces évolutions-là. C'est ça, c'est la recherche, la libération de la parole, la médiatisation, l'intérêt accru pour ces thématiques qui vont aussi découvrir ou enlever le voile sur des tabous, sur des oppressions qui seront encore des nouveaux sujets à traiter, donc comme les violences gynécologiques et obstétricales, par exemple, qui était quelque chose dont on ne parlait pas beaucoup quand moi j'ai commencé à travailler sur les violences et qui, aujourd'hui, dans le secteur de la santé, devient un sujet sur lequel on travaille, le cyberharcèlement qui fait partie des thématiques récentes dont on parle beaucoup, mais qui nécessite, nous, de nous adapter, d'assurer qu'on est au courant, qu'on a les informations et qu'on réfléchit ensemble en tant que communauté à améliorer nos pratiques et à faire évoluer nos pratiques en fonction de ces besoins-là. Oui, et puis il y a aussi donc des nouveaux métiers aussi qui ont été poussés par nos engagements en termes de qualité et de redevabilité. Donc, par exemple, suite au scandale Oxfam, il y a tous les métiers du safeguarding qui ont vraiment explosé. Donc, tout ce qui est prévention, abus, exploitation sexuelle, donc tous les postes plutôt à gestion des cas, des incidents, donc tous les travaux liés aux enquêtes, liés au cas PSEH, les points focaux safeguarding, la mise en place de systèmes de remontée des plaintes, donc il y a tous ces métiers-là liés aux politiques institutionnelles, safeguarding, mais aussi genre, puisque aussi de plus en plus d'organisations mettent à l'interne des politiques de diversité, donc ce qui inclut le genre, ça peut être aussi le handicap, personnes LGBT, etc. Donc tout ça, c'est quand même des thématiques très proches. En général, c'est un mandat, voilà, diversité. Dedans, il va y avoir le genre, le handicap et autres. Donc comme disait Alice, donc il y a tous les nouveaux types de violences, etc. Il y a la question aussi de tout ce qui est approche intersectionnelle. Donc, par exemple, moi, j'ai développé tout le volet aussi, inclusion des personnes handicapées. Donc, après, on peut aussi prendre des lunettes un petit peu spécifiques selon différents types de discrimination, différents types d'oppression. Donc, après, on peut avoir une expertise spécialisée sur, par exemple, le travail avec des survivants masculins, le travail avec des survivants handicapés, le travail avec des survivants LGBT, par exemple. Donc, il peut y avoir aussi toutes ces nuances-là qui prennent en considération les différentes barrières, les différentes discriminations, les différentes oppressions qui peuvent exacerber certains types de violences, qui peuvent aussi créer des violences spécifiques et qui peuvent aussi être des véritables barrières à l'accès aux services de prise en charge. Et voilà, il faut aussi voir... dans le cadre, dans moi, mon expérience personnelle et dans mon parcours, en fait, il y a des vases communicants aussi entre travail en humanitaire, en développement, mais aussi dans le milieu de la communautaire, par exemple associatif, dans le pays dans lequel vous travaillez. Donc voilà, donc il y a aussi quand même des voies de passage où à un moment donné, on peut travailler plutôt dans l'humanitaire et ensuite on peut travailler aussi dans le milieu associatif. Par exemple, en France, clairement, c'est aussi des sujets qui explosent. Comme je vous disais, on avait 10 ans de retard. Donc là, maintenant, même en France, on a de plus en plus de projets aussi qui se font au niveau communautaire où clairement, ce qu'on fait actuellement dans certains pays, c'est beaucoup plus avancé que ce qu'on fait actuellement en France. Par exemple, quand on parle des programmes, par exemple, de prévention de violences en milieu scolaire ou de prévention des violences basées sur le genre en milieu scolaire. Moi, j'ai accompagné des choses il y a 10 ans et quand je regarde, par exemple, ce qui est inclus dans le cursus de mon fils actuellement, en France, on n'est même pas rendu là. Donc voilà, donc il y a aussi des choses qui peuvent être transposable aussi, cette expertise peut être transposable, travailler aussi
dans là où vous êtes, que ce soit au niveau des gouvernements, des politiques nationales, etc. Ouais, et Voilà. peut-être juste pour rebondir sur ça, en fait, c'est à la fois la beauté est terrible, mais les problématiques liées au genre, aux inégalités de genre, aux violences basées sur le genre, elles existent partout, dans tous les contextes, dans tous les niveaux socio-économiques, dans toutes les structures. Donc, en fait, euh, c'est cool pour nous parce qu'on peut trouver du travail partout. Et je pense que c'est très transposable. Après, je reviens encore sur la compétence d'adaptabilité et de flexibilité, de savoir apporter ces lunettes genre à toute situation pour pouvoir accompagner un changement, pour pouvoir questionner des structures et des dynamiques de pouvoir, pour pouvoir accompagner les populations, des individus ou des groupes qui sont marginalisés ou oppressés, quel que soit le secteur, quel que soit le contexte, quel que soit le lieu. Donc, c'est quelque chose qui est très encourageant et très motivant dans ce métier parce que je pense il y a toujours quelque chose à faire. Et donc, c'est un métier qui demande beaucoup de créativité et qui est très inspirant, en tout cas, quand on est convaincu que c'est un changement qui est nécessaire pour accéder à plus de justice sociale. Merci à toutes les trois. On va passer au temps des questions. Il y en a un certain nombre dans le chat. Je vais commencer par poser deux petites questions qui sont plus d'ordre général. Donc, c'est pour Jeanne. Et ça vous le permettra à Alice et Magali de reprendre un peu leur souffle avant de reprendre sur les questions liées au genre. On avait comment devenir bénévole ou volontaire à Solidarité Internationale, ou peut-être plus généralement dans la solidarité internationale. Et l'autre question qui était d'ordre général, c'était existe-t-il des sites d'offres d'emploi spécifiques aux associations, ONG ou autres acteurs humanitaires? Ça, Oui. La réponse est oui. Je vais La voir réponse si... est oui. On va dire que les deux principaux, mais tu me compléteras, Laetitia, si tu en vois d'autres, c'est Coordination Sud et Relief Web. Ouais, je vais vous mettre les sites web directement dans le canal de conversation. Et également Jobs That Make Sense, qui sur le côté solidarité plus locale. Donc la question, comment devenir bénévole ou volontaire? Alors, il y a plein de moyens différents. C'est ce que je disais, il n'y a pas du tout un seul chemin. Bénévolat, alors pareil, il y a des plateformes aussi d'engagement bénévole qui peuvent être accessibles. Le principe aussi, c'est de la proximité parce que le bénévolat, ça implique souvent de se déplacer à côté de chez soi ça peut être les Restos du Cœur, ça peut être Emmaüs, ça peut être du soutien scolaire, ça peut être au CADA, donc au centre d'aide aux demandeurs d'asile. Enfin, ça peut être sous plein de formes différentes. Donc, peut-être que tout simplement, le bénévolat, ça demande d'aller connaître ce qui se passe à côté de chez soi et puis se faire connaître, tout simplement. Et pour ce qui concerne le volontariat, donc je vous avais indiqué, enfin dans le slide, il y avait indiqué le site France Volontaire qui répertorie un petit peu tout ce que signifient les différents types de volontariat. Et après, sur Coordination Sud, par exemple, vous pouvez filtrer avec les offres qui vont être stage ou volontariat. Je dis stage, mais stage, c'est pas à l'international, contrairement au volontariat qui est à l'international, parce que dans l'idée de volontariat, il y a souvent, de volontariat international, il y a le côté, justement,
échange interculturel qui est induit dans ce volontariat. L'idée, c'est d'apprendre des choses, de s'ouvrir à l'interculturel. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller voir dans les différentes offres et dans les conditions. Bah, vous allez voir qu'il y a des conditions, en général pour les gens qui sont en début peut-être de cheminement et qui ont pas forcément, ne demandent pas forcément beaucoup d'expérience. Il peut y avoir des volontariats qui sont proposés euh, sur des fonctions d'assistant chef de projet, de reporting officer, d'assistant, voilà. Alors, je pense plutôt à des métiers un petit peu généralistes pour lesquels on peut euh, avoir de l'expérience qui peut être après transposable pour travailler sur les questions de genre, typiquement tout ce qui concerne le MI, l'impact, les mesures d'impact de projet. Voilà, ça peut être des choses aussi intéressantes à avoir quand on veut travailler sur justement des thématiques de genre. Moi, là-dessus, je voudrais ajouter quelque chose. Moi, par exemple, j'ai fait la coopération volontaire avec Oxfam Québec. À un moment donné, je sais que le programme de coopération était aussi ouvert aux personnes qui n'étaient pas canadiennes et pas résidentes permanentes canadiennes, ce qu'ils appelaient le partenariat, les coopérants volontaires Sud-Sud. Donc, c'est aussi une plateforme et clairement, enfin, sur les questions de genre, si vous voulez travailler sur les questions de genre et apprendre, Oxfam Québec, je recommande, c'est une organisation qui, sur ces questions-là, est extrêmement avancée, très proactive. Et moi, j'ai énormément appris sur le genre en humanitaire, le genre en développement, avec mes 5 années avec Oxfam. Donc, c'est quand même une organisation que je recommande sur ces questions-là. Et ils ont ce programme de coopérants volontaires. Alors, c'était vraiment plutôt aussi au moment de Covid quand ils pouvaient pas envoyer de Canadiens sur le terrain. Mais je sais que dans certaines zones un peu complexes où c'est même difficile d'envoyer des Canadiens, il y a certains mandats qui sont ouverts à ce qu'ils appellent des coopérants sud-sud. Voilà, donc sans avoir l'obligation d'avoir la résidence canadienne ni la citoyenneté canadienne. Donc voilà, je vous invite aussi de rester un peu, de suivre Alors, Oxfam pour Québec. compléter aussi, avec un axe plus géographique, s'il y a des gens dans l'Assemblée qui nous écoutent, qui sont en Afrique, en Asie, en Amérique latine, dans le cadre des volontaires, des volontariats qu'on appelle VSI, il y a quelque chose qu'on appelle la réciprocité et qui permet aussi à des volontaires qui sont engagés dans leur pays d'origine de se rapprocher de France Volontaire auprès des ambassades de France dans leurs pays d'origine pour demander l'opportunité de faire un volontariat de solidarité internationale en France auprès d'équipes d'associations et d'ONG qui se sont inscrites comme recevant des volontaires de solidarité internationale du Sud pour venir et apporter leur plus-value et apprendre auprès aussi d'une culture différente qu'est la France. Donc, dans ce sens-là aussi, ça existe. Et puis un autre axe géographique, comme les Zoom métiers sont organisés et financés par l'agglomération d'Annemasse, il y a des gens qui sont du territoire d'Annemasse et alentours. Il y a la maison des associations au complexe Martin Luther King et la Cité de la Solidarité internationale qui peut vous orienter pour du bénévolat ici localement en lien avec les thématiques internationales. Voilà. Et après, moi, peut-être juste pour rajouter, je pense que c'est important d'avoir une veille personnelle des organisations qui nous intéressent. Et quand vous allez faire ça, vous allez identifier des organisations qui sont porteuses de métiers, de thématiques qui sont axées sur le genre et de garder un intérêt sur ce qu'ils font et de régulièrement regarder directement les posts qu'ils ont. Ils sont souvent mis sur Coordination Sud ou Relief Web, mais je pense qu'il y a un travail important si le genre vous intéresse, d'identifier par vous-même les organisations qui vous parlent
qui partagent des valeurs qui correspondent à ce en quoi vous croyez, et de garder un œil sur leurs offres d'emploi à elles et de pas nécessairement prendre n'importe qui, mais d'essayer de chercher voilà, des organisations qui vous parlent sur leurs valeurs et leur identité. Merci. J'enchaîne sur des questions vraiment spécifiques liées au genre, mais alors pour le coup, c'est vraiment des questions sémantiques et d'éclaircissement. Donc, c'est quoi l'égalité des sexes? Comment peut-on analyser cette égalité dans le milieu professionnel? Et très en lien, on a la question, le genre est-il égal à l'inclusion sociale? Donc, je pense que c'est articuler égalité des genres, égalité des sexes, inclusion sociale et l'aspect milieu professionnel sur ces questions. Magali, je te vois. Je peux gagner. Bon, je vais peux y aller tenter une sur, première sur- explication. Alors, Ok, vas-y. On peut essayer de répondre franchement, un on va petit pas peu. rentrer dans un débat sémantique. Voilà, bon, déjà, l'égalité sexe, moi, en général, je parle plutôt d'égalité de genre. Parce que, bon, voilà, déjà, la différence entre sexe et genre, sexe, ce sont les attributs biologiques. Le genre, ce sont les constructions sociales. Et clairement, ce qui crée les inégalités ou les inégalités qu'on vit et qu'on voit sont plutôt basées sur sur les normes sociales liées à être femme, être un homme, être une personne qui ne se revendique ni de l'un ni de l'autre, par exemple. Et c'est plutôt ça auquel on va s'intéresser quand on va parler des inégalités. Donc l'idée, c'est pas de dire que forcément un homme devrait avoir les mêmes attributs qu'une femme ou qu'une femme devrait être aussi forte physiquement qu'un homme. C'est pas ça, c'est plutôt vraiment l'égalité de genre en termes de droit aussi, et de plutôt comprendre toute cette construction sociale qui peut être en faveur ou en défaveur d'un ou deux sexes, puisque quand même à la naissance, actuellement, ce qui se passe, c'est que quand même quand on est, on va nous attribuer un sexe, et que quand même dans tout notre parcours de vie, quand même, cette attribution de sexe va jouer à plein de niveaux. Comment on peut analyser cette égalité dans un milieu professionnel? Bon, ben, il y a plein de choses qu'on peut regarder. On peut regarder au niveau, par exemple, des postes managériels, au niveau des postes, combien il y a d'hommes, combien il y a de femmes. Au niveau du salaire, par exemple, on peut aussi regarder l'environnement de travail. Est-ce qu'on est dans un environnement de travail qui est sécurisant pour tout le monde, qui est sans discrimination? On peut regarder aussi les barrières d'accès à certains postes ou juste au fait de travailler, par exemple. Donc, c'est quand on va regarder, on va prendre en considération la problématique liée à la parentalité, donc être une femme allaitante, par exemple, être un parent solo, qu'on soit père ou mère. Mais voilà, on va regarder un petit peu tout ce qui pourrait créer des discriminations, des oppressions et qui pourrait mener à une inégalité d'opportunités, de chances dans le milieu professionnel. Je te laisserai compléter peut-être, Alice. Bon, c'est déjà pas mal. Je dirais que quand on parle égalité de sexe, pour moi, c'est plus restrictif. On parle de homme-femme, on parle de, enfin, comme le disait Magali, de faits très biologiques. Quand on parle d'égalité de genre, on regarde quelque chose de plus large qui va plus rentrer dans le cadre de ce que c'est que l'inclusion sociale. Parce que je pense que c'était l'autre question, hein. Est-ce que le genre est égal à l'inclusion sociale? L'inclusion sociale, ça va être un peu un terme plus parapluie, c'est dit en français, umbrella, dans lequel on va mettre plusieurs dimensions qui sont reliées aux différentes discriminations qui existent. Donc la question du genre en fait partie. Il y a la question de l'origine socio-économique, de l'âge, du handicap, plein d'éléments qui font que quelqu'un peut être exclu d'une société parce qu'il est homme, femme, pauvre, riche, noir, blanc, handicapé ou valide. Donc l'inclusion sociale, c'est regarder tout ça. Et dans tout ça, il y a la question du genre qui se
qui se focalise spécifiquement sur les rôles, les comportements, les attitudes qui sont attendus d'une personne qui a été identifiée à la naissance comme homme, femme, non-binaire ou d'une identité sexuelle qui peut déranger et qui ne répond pas aux normes de la société, identité ou orientation sexuelle. Voilà, et qui va créer des freins à l'accès à des ressources et des opportunités et à des droits. Donc voilà, l'inclusion sociale plus large avec la question du genre qui est en dessous, mais qui en fait partie. Et quand on travaille sur les questions de genre, on travaille à améliorer l'inclusion sociale. J'enchaîne avec les questions d'après. Quelles sont les activités qui pourraient faciliter l'intégration du genre en milieu professionnel? Bon, ça, je pense que Magali a déjà pas mal répondu. Oui, ben on pourrait ajouter par exemple, voilà, mettre en place une politique genre au sein d'une organisation, mettre en place des séances de sensibilisation auprès de qu'est-ce que c'est que le genre, quelles peuvent être les inégalités. On peut, je vais encore vous parler de mon expérience chez Oxfam, hein, même si je suis là pour Handicap International, mais clairement sur les questions du genre, c'est là où j'ai reçu et j'ai le plus fait. Mais par exemple, il y avait un programme à l'interne qui s'appelait Gender at Work, Gender Active Learning. Et donc, c'était un processus de changement organisationnel interne sur les questions de genre. Et donc, il y avait donc de la sensibilisation qui était faite avec sur 18 mois plusieurs ateliers avec des groupes de travail où on devait, entre collègues, ensuite mettre en place un plan d'action pour faire un peu bouger les lignes sur les questions de genre au sein de notre organisation. Donc ça, j'ai fait quand j'étais au Burkina Faso, par exemple. Voilà, considérer que travailler sur les questions de genre, ça, c'est un peu un cheminement, c'est un peu un voyage aussi, où on doit aussi faire un travail d'introspection sur soi, regarder les pratiques de l'organisation et faire changer des choses. Donc voilà, en général, il faut que ça vienne quand même avec un leadership assez fort de l'organisation qui veut un véritable changement. Et donc ça passe par une politique, par quand même des ressources à l'interne qui sont disponibles pour accompagner ce changement, par la formation, la sensibilisation. Et ensuite, ça peut être un système de quotas, par exemple. Ça peut être utiliser des données désagrégées. Par exemple, moi, je fatigue beaucoup mes collègues à l'interne. Par exemple, quand on fait quand ils projettent, voilà, tel pays, on a 192 collaborateurs. Et moi, je suis toujours, mais combien on a de collaboratrices? Et puis, sur les organigrammes, mais montrez-moi où sont les femmes, où sont les hommes. Et ça, de regarder à tous les niveaux et de comprendre, par exemple, quand on va recruter, oui, mais là, quand je regarde les shortlists, il n'y a que des hommes. Et je dis, mais pourquoi vous n'avez pas de femmes? Ben, il n'y a pas de femmes shortlistées. Ok, mais maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi il n'y a pas de femmes dans les shortlists. Peut-être que les critères qu'on a mis sont déjà excluants pour les femmes, parce que dans votre contexte, clairement, il y a très peu de femmes qui vont entrer dans tous ces critères-là. Mais en bout de ligne, ce travail-là, c'est important qu'on ait des femmes dans l'équipe. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des femmes dans l'équipe? Et là, justement, pousser la réflexion à mieux comprendre peut-être pourquoi les femmes ne postulent pas. Les femmes ont souvent tendance aussi à dire qu'elles vont pas être capables. J'ai lancé un post il n'y a pas longtemps. J'ai reçu plein de CV, par exemple, d'hommes, mais vraiment qui n'avaient rien à voir avec le poste. Ça, c'est très rare, par exemple, sur les candidatures féminines. Et donc, les femmes peut-être vont avoir souvent tendance à se sous-estimer quand les hommes pourront avoir peut-être des fois tendance à penser qu'ils sont capables de tout. Et c'est très bien, c'est une qualité. Mais voilà, donc il faut comprendre un petit peu comment des fois les constructions sociales peuvent aussi faire que voilà, qu'il y ait des barrières ou des biais comme ça qui vont, au niveau du recrutement, qui vont faire qu'on va retrouver peut-être ou dans certains postes plutôt liés au social, ben là, on va avoir peut-être beaucoup plus de femmes, alors que des fois, on voudrait des hommes. Et donc là, il faut aussi réfléchir à c'est quoi les stratégies pour aussi aller chercher des hommes, parce que c'est important aussi d'avoir des hommes alliés aussi qui travaillent en genre. Voilà. J'avais encore une question, et puis après, j'en avais une de ma part à moi.
Alors, la question qu'on a encore, quels mécanismes financiers les organisations humanitaires peuvent-elles mettre en place pour s'assurer que les financements dédiés aux initiatives de genre soient utilisés de manière transparente et efficace? Je pense qu'on peut appliquer la question pas juste aux financements liés au genre, mais à tous les types de financement, en fait. Oui, je pense dans le secteur humanitaire, on a énormément de procédures, de règles, de normes à suivre, de suivi de la qualité, de suivi des dépenses, de remontée d'informations, qui sont tout un tas de mécanismes qui nous permettent d'assurer que le financement qui a été donné pour faire quelque chose, a été utilisé pour faire ce quelque chose, et ce de manière efficace. Pour les financements dédiés aux initiatives de genre, c'est pareil. Et c'est les mêmes exigences que vous pourrez avoir pour d'autres thématiques. Je pensais en lisant la question que ce serait comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'il y ait des financements dédiés aux initiatives de genre, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. On parlait tout à l'heure des intentions. C'est bon, on a une point focale genre, donc on n'a pas besoin de budget dédié. Ça fait partie des domaines dans lesquels nous, on fait des plaidoyers forts, de nous assurer qu'il y ait des budgets qui sont dédiés à accompagner tous ces changements. Comme le disait Magali aussi, c'est tout un processus qui demande des ressources humaines, mais des ressources financières, qui demandent du temps, et donc qui demandent du budget. Et ça fait partie de notre rôle de vraiment pousser, convaincre à la fois les bailleurs, à la fois le leadership des organisations, à la fois les partenaires, s'assurer qu'il y a du budget qui est dédié à ce travail-là. Et après, sur la traçabilité des financements et la redevabilité des financements, on va être sur les mêmes mécanismes de redevabilité que les autres types de financement. On n'est pas soumis à une surveillance particulière. Mais je pense que la question est intéressante dans le fait que de nous assurer que l'argent qui est dédié au genre soit utilisé pour accompagner le changement sur ces thématiques-là. Il y a un enjeu important pour nous de nous assurer que ce n'est pas encore juste une étiquette, un pansement, mais qu'on fait réellement des choses pour accompagner ces changements-là. Oui, et puis là-dessus, je pourrais dire aussi qu'il y a eu effectivement, enfin moi j'ai observé en 10 ans d'expérience là-dessus, il y a eu aussi un changement. Donc aussi, ça dépend aussi du positionnement des bailleurs. Il y a des bailleurs historiquement qui poussaient déjà pour avoir des indicateurs genre, qui poussaient pour vraiment qu'on leur montre, que ce soit au niveau de l'écriture des projets, mais ensuite après dans les rapports de projet, que vraiment qu'on montre que le projet, par exemple, avait eu un impact, un effet sur les questions de genre. Il fallait utiliser des données désagrégées par genre, par exemple, mais ça, c'était pas systématique auprès de tous les bailleurs. C'est en train de le devenir de plus en plus. Quand on regarde, par exemple, l'éco, il y a le marqueur genre. Quand on regarde des bailleurs comme le GAC, donc le Canada, où là, clairement, il y a des indicateurs aussi, avec aussi des process beaucoup plus forts pour intégrer ces questions-là. Les bailleurs français sont aussi en train de s'y mettre. Les UN aussi poussent de plus en plus. Donc voilà. Malheureusement, c'est quand même beaucoup poussé par les bailleurs actuellement. Et donc, mais en même temps, voilà, on doit faire des choses, mais il n'y a pas les ressources qui vont avec. Donc, moi, je continue aussi à challenger les bailleurs aussi, des fois, à dire, mais attendez, vous voulez qu'on fasse tout ça, qu'on intègre tout ça, mais ça demande un minimum de ressources et de temps. Donc voilà. Mais quand même, de plus en plus, c'est quand même une tendance qui est partagée par tous les bailleurs. Et voilà. Alors, pour compléter sur ce point, vu qu'on parle des financements, si jamais parmi nos auditeurs, il y a des personnes qui sont déjà bénévoles dans des associations sur des questions de genre, parmi un des bailleurs qui est très très engagé sur cette question, il y a la fondation Raja, qui est en région parisienne et qui accompagne des ONG locales, des ONG françaises sur des projets vraiment en faveur des femmes et des filles, et donc qui peut être un bon interlocuteur.
Et aussi, si jamais vous cherchez des structures dans lesquelles vous pouvez faire la différence et qui sont déjà très engagées sur ces thématiques, eh bien, vous pouvez voir les bénéficiaires de cette fondation parce que la liste des associations qui sont soutenues est présente sur leur site web. Je vais juste vous noter le nom ici. C'est la Fondation Raja. Voilà. Et donc ça, c'est aussi un autre élément de réponse sur les différents aspects des financements. Moi, j'avais une question. C'est finalement, je vous ai écouté et je me dis, on fait la différence sur les questions du genre à travers les métiers du genre, à la fois de manière structurelle, avec des changements structurels, et à la fois auprès des individus, un à la fois, une personne à la fois. Et d'abord, comment savoir en fonction de notre bagage professionnel antérieur si on a plutôt vocation à aller vers l'un ou vers l'autre, en fonction des caractères aussi, de ce que ça mobilise chez l'humain de faire l'un ou l'autre, et comment on peut faire des ponts entre les deux quand on vient des métiers sociaux où on a accompagné des personnes, une à la fois, qui ont été victimes pour s'orienter plus sur des postes où on va être sur une dynamique de plaidoyer ou quelque chose de plus structurel. Donc voilà, vraiment pour, euh, pour guider ceux qui viennent d'un côté ou de l'autre de cet ensemble de besoins, répondre un peu à ces interrogations-là. En fait, je pense que c'est vraiment des vases communicants pour moi. Magali, tu me diras si tu es d'accord. Mais en gros, il y a 3 niveaux d'intervention. Il y a les individus, comme tu disais, il y a les organisations, les structures et après les politiques. Donc, les individus, ça va être un accompagnement qui est beaucoup plus dans le social, comme tu disais, enfin, ce à quoi on pense quand on passe l'accompagnement d'une victime, par exemple, de violences basées sur le genre. L'organisation, ça va être ce que je fais actuellement chez Santé Sud, de proposer un accompagnement à la structure, à l'organisation pour réfléchir à ces pratiques. Et le niveau de politique, ça va être sur un plaidoyer pour être sûr que les politiques publiques ne sont pas discriminantes ou accompagnent ces changements pour promouvoir l'égalité. Je pense que ça, effectivement, il y a quelque chose qui dépend de son caractère, de ce qu'on aime. Est-ce qu'on aime faire du plaidoyer et réfléchir à ce que c'est qu'une politique publique, ou est-ce qu'on aime parler à quelqu'un et l'accompagner dans le processus d'aller mieux ou de trouver ses solutions? Je pense que ça dépend aussi du niveau de compétences qu'on a acquis. Au début, moi, je voulais faire du plaidoyer quand j'ai commencé, mais je me suis vite rendu compte que j'avais pas suffisamment de connaissances, de compréhension des enjeux. Et finalement, j'étais aussi avec des jeunes filles dans des sessions de jeu. Je travaillais sur le jeu un peu comme Magali travaillait sur la danse comme outil d'inclusion. Je travaillais sur le jeu avec des enfants handicapés. J'allais organiser des sessions de jeu et c'était un vrai travail social, c'était un vrai travail communautaire qui, je pense, est important pour apprendre ce que c'est que les oppressions, apprendre ce que c'est que les groupes marginalisés et pouvoir après faire remonter les difficultés qu'on a rencontrées à ce niveau individuel et communautaire pour pouvoir porter du changement dans une organisation ou dans une politique. Je ne sais pas si j'ai je ne veux pas mettre les gens dans les cases. Tu es une femme, tu fais du social, tu travailles sur les individus. Justement, on essaye de déconstruire ces choses-là. C'est ce qu'on voit beaucoup. On voit beaucoup d'hommes en plaidoyer parce que c'est vocal, parce qu'il il faut parler à plein de gens, il faut se montrer, il faut pousser. Donc, c'est des métiers qui vont être beaucoup plus masculins, alors que la position d'aidant, être psychologue, être accompagnant, être assistant social, on va avoir beaucoup plus de femmes. Je pense que ces différents niveaux d'intervention, individu, organisation et politique, se nourrissent les uns les autres. Je pense qu'il n'y a pas une voie d'entrée plus facile que l'autre.
Je pense que ça dépend de où vous en êtes individuellement, sur ce que vous avez envie d'apporter, de ce qui vous motive, de ce qui vous intéresse, et d'être sûr d'avoir en tout cas d'accumuler les connaissances et l'expertise technique nécessaire pour répondre aux exigences de ces postes. C'est pas vraiment une réponse qui aide parce que je pense qu'il n'y a pas de chemin tout tracé, et que c'est... Ouais, Magali, je ne sais pas si peut-être tu peux structurer un peu plus. Moi, je dirais que pour moi, c'est vraiment c'est indissociable en fait. C'est-à-dire que même pour moi, pour travailler à ces 3 niveaux, de toute façon, le savoir-être va être le même. Même si on fait du plaidoyer, pour faire du plaidoyer sur ces questions-là, pour moi, il faut parler aux gens en premier. Déjà pour comprendre qu'est-ce qu'ils vivent. Donc ça demande quand même un savoir-être particulier. Et ensuite, il va falloir convaincre. Et pour convaincre, et sur ces questions-là, il faut justement adapter le message. Il faut comprendre qu'est-ce que les personnes vivent, pourquoi ils ont ces positions, etc. Donc en fait, et pareil à tous les niveaux, même si on travaille au niveau organisationnel ou communautaire, il faut savoir convaincre. Et pour ça, il faut parler aux gens. Il faut adapter son message. Et d'avoir été en proximité aussi avec des personnes qui ont subi ces oppressions-là, qui les subissent, c'est le meilleur moyen de pouvoir apporter des changements parce que si on n'a pas ce contact direct, on ne peut pas initier un changement. Donc de toute façon, je pense que il faut être prêt et c'est aussi peut-être on a oublié, enfin on n'a pas trop parlé, mais travailler quand même sur ces questions-là, ça demande quand même une certaine, voilà, c'est quand même, ça peut être usant. Voilà, on est constamment en train d'essayer de convaincre les gens. C'est pas aussi des sujets faciles. On va lire des rapports, on va voir des données, on va entendre des histoires qui peuvent être. Les gens disent ah mais ça c'est affreux, c'est triste. Donc ça demande quand même une certaine voilà résilience. On est quand même confronté à pas mal d'histoires qui peuvent aussi nous-mêmes réveiller des traumatismes. Voilà, on est toutes et tous potentiellement des survivants de violence ou on a subi des discriminations de cet ordre-là. Donc c'est vrai que travailler là-dessus, ça va aussi chercher nos histoires personnelles. Effectivement, ça peut être aussi usant. Et il faut reconnaître nos limites, il faut savoir aussi comment prendre soin de soi, comment faire appel aussi à de l'aide quand on est à la limite du fil de rasoir. Mais voilà. Mais clairement, enfin pour moi, travailler à n'importe quel niveau, il faut quand même être en capacité d'être confronté à un moment donné avec l'individu et d'avoir une expérience ou d'être prêt à être en contact direct quand même avec des personnes. Je pense que ça rend aussi l'engagement plus vrai et plus honnête. Et j'ajouterais Jeanne, aussi... pardon. Jeanne, peut-être au niveau des compétences complémentaires, quand on veut passer de l'accompagnement social à des fonctions plus structurelles ou de plaidoyer, si vous travaillez avec, je ne sais pas moi, Sciences Po ou des masters de com, est-ce qu'il y a des choses complémentaires qu'on peut aller, des ressources complémentaires en termes de compétences? J'imagine qu'on peut aller chercher. Moi, oui, à part la communication et le droit, tu vois d'autres pistes. Oui, c'est marrant, c'est vrai qu'avec toute la partie plaidoyer dont on avait pas, qui était le dernier Zoom métier sur le plaidoyer, c'est vrai qu'il y a toutes ces aspects-là qui reviennent et puis ça montre aussi le côté porosité entre les différents thématiques et métiers. Mais non, j'ai pas forcément d'autres aspects qui me viennent en tête. Et ça vient chercher aussi l'appétence qu'on a, hein, être sur un niveau on va dire, de prise de recul et de capacité d'analyse et de hauteur, ou d'être plutôt plus un peu en proximité, main dans le cambouis. Et je pense que ce qui peut être hyper intéressant dans ce type de métier, c'est de pouvoir aussi faire les allers-retours. Et puis peut-être ça peut contribuer aussi à s'oxygéner
On parle aussi de prendre soin de soi pour garder sa capacité d'écoute, de positionnement, de posture, de diplomatie pour justement continuer à mener les différents combats qui nous animent. Et je pense que c'est important de s'écouter et se dire à quel moment on a envie d'être plus dans une position recherche, analyse, capacité d'influence et de plaidoyer, ou d'être plutôt au contact du terrain et avoir. Est-ce qu'on a aussi ces capacités et ces envies-là? C'est aussi ces questions à se poser. Je pense peut-être aussi qu'il y a, enfin juste pour, il y a beaucoup de petites formations en ligne gratuites sur le genre, sur les VBG, sur le plaidoyer, et je pense que c'est chouette de pouvoir aller voir si ça vous intéresse, si ça vous parle, et ça va nourrir la réflexion de qu'est-ce que c'est, de égalité de genre, égalité de sexe. Est-ce que c'est quelque chose qui me parle? Est-ce que c'est quelque chose qui me dérange, et de voilà, d'avoir à l'esprit la possibilité d'une formation continue sur ces thématiques-là pour se nourrir et apprendre sur les métiers, sur ce que ça peut vouloir dire, et là où vous voulez aller chercher une reconversion ou un poste ou quelque chose. Et, plein de Oui, ressources et en ligne puis sur ces thématiques-là. je dirais que quand on est en poste dans l'humanitaire, en général, on est quand même des couteaux suisses, hein. Donc, en général, si on a un poste terrain, voilà, vu qu'il n'y a pas 15 000 personnes sur une organisation, il y en a un spécialisé sur le plaidoyer en genre, l'autre sur l'intervention. En général, les personnes se retrouvent quand même de facto à tout faire, même si elles n'ont pas forcément d'expérience ou tout le temps. Donc, en fait, on apprend quand même beaucoup en faisant. Donc la différence est plutôt, est-ce qu'on est plutôt plus proche des interventions sur le terrain, on a un poste national, un poste régional, ou est-ce qu'on est plutôt au niveau du siège? Dans le milieu humanitaire, c'est plutôt ça les différences. Et après, est-ce qu'on fait de l'intervention directe au niveau des bénéficiaires? Mais très vite, quand on est en général en poste d'expert technique, on fait quand même un peu de tout quand même. Enfin, on est obligé de faire un peu de tout parce qu'il n'y a pas suffisamment de ressources quand même pour être très très spécialisé. Ou alors après, c'est comme Alice, on est consultant et là on peut choisir un peu sur le type de mandat sur lequel on va travailler et aussi on va venir nous chercher sur ce type d'expertise-là. Mais au sein des ONG, ce que j'aperçois quand même, en général, on peut, au fil des projets, des financements, on peut amener à travailler sur tel ou tel niveau, tel niveau, aussi selon l'organisation pour laquelle on travaille. Il y a des organisations qui sont vraiment plus spécialisées sur le plaidoyer, d'autres vraiment plus l'intervention. Mais voilà, quand on peut très quand même vite faire le couteau suisse et au sein même d'un poste toucher à beaucoup de choses. Ce qui est aussi ce qui fait l'intérêt de ces métiers-là. Voilà, si vous avez peur de vous ennuyer, c'est le métier parfait, c'est ça. Eh bien, merci à chacune d'entre vous. On arrive au terme de cette session. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions qui étaient en ligne. Et vraiment, je tiens à remercier tous ceux qui ont posé leurs questions qui étaient très constructives et qui, je pense, ont bénéficié à l'ensemble des participants. On était 27 ce soir. Merci à chacun et chacune d'avoir consacré un bout de sa soirée à ce moment de partage. Vous retrouverez le replay en ligne pour vous, pour vos proches, pour ceux à qui vous voulez le recommander, sur la chaîne YouTube de la Cité de la Solidarité Internationale dans les prochains jours.